Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin pour parler de l'armée, du retour de l'armée. Le ministre de la Défense nous a fait le plaisir de répondre à l'invitation de Métropole. C'est avec plaisir qu'on l'accueille. Hervé Denis, bonjour, monsieur le ministre. Merci. Bonjour, Wendell Théodore. C'est avec un grand plaisir que je me trouve ici et pour saluer toutes les auditrices et auditeurs, tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, s'intonisent votre station. Monsieur le ministre, ministre de la Défense, est-ce que c'est une réalité? L'armée sera effectivement reconstituée ou est déjà reconstituée, mais sera perceptible à partir de ce 18 novembre? Disons que nous sommes un gouvernement qui a accompli les promesses qui ont été faites par le président de la République lors de sa campagne électorale. Parmi ces promesses-là, il a dit clairement qu'il procédera au rétablissement des forces armées. Et moi, comme ministre de la Défense, je dois travailler à l'accomplissement des promesses faites par le président de la République. Et je crois que la réalité, au cours de la journée, on aura, j'espère, un arrêté pour le rétablissement des forces armées. Donc l'arrêté, c'est un arrêté qui annoncera le retour ou encore la remobilisation ou la reconstitution de l'armée? Non, il y a eu quand même d'autres arrêtés. Il faut les reporter d'abord pour pouvoir maintenant avancer. Et c'est dans ce sens que l'arrêté sortira sous peu. Maintenant, quand vous dites sous peu, on peut dire dans les prochaines heures? Dans les prochaines heures, oui, parce qu'il y a une série de séquences d'actions qu'on devra prendre pour pouvoir effectivement rendre le rétablissement de l'armée effectif. Est-ce que le haut état-major est déjà constitué? Techniquement, le président aura à nommer un commandant-chef intérimaire et puis lui qui procédera ensuite à la sélection des autres membres devant constituer cet état-major intérimaire. Ok, un haut état-major intérimaire, mais il n'y a pas de commandant en chef sans troupe? Bien sûr, il y a un embryon de troupe. Vous savez, nous sommes dans une sorte de dialectique qui précède quoi? Vous savez, j'ai tenté quand même de faire ce qu'on appelait un peu de recrutement. Et bon, il y a eu beaucoup de tollés, quoique c'était pas tout à fait fondé, mais quand même, les gens ont dit, oui, il faut quand même une structure de commandement. Et maintenant que nous sommes en train justement de le faire, maintenant il va falloir que immédiatement cette structure de commandement qui sera établie et continue dans l'esprit du recrutement pour qu'on ait les troupes. Nous avons des troupes qui sont embryonnaires. Et par exemple, les diplômés qui sont sortis de l'Équateur et que l'on voit un peu partout dans les rues en train de travailler, donnant une prélude un peu de ce que cette force armée sera, une armée au service du développement, eh bien, ces troupes sont là. Maintenant, et on va ajouter d'autres à partir du recrutement. Donc, là, quand vous parlez de recrutement, vous faites allusion à ces jeunes inscrits il y a 2 ou 3 mois, je crois, et à Grissier, c'est ça? Et tout à fait, à Léogane plutôt, parce que la base se trouve, après vérification, dans la commune de Léogane. Donc, je crois qu'il faut faire justice à la commune de Léogane. Et c'est pas loin de Grissier, il est vrai. Donc, il y a ces jeunes, et puis on va continuer. Maintenant, pour une armée, est-ce qu'on peut parler de petite armée ou bien d'armée embryonnaire? On aura une armée à la dimension de notre pays. Évidemment, ce n'est pas une œuvre qui se fera du jour au lendemain. Nous commencerons en tenant compte de certains impératifs et de nos moyens. Et j'avais proposé dans un premier temps que nous ayons une armée constituée de 500 hommes et femmes. Et on va continuer dans cette voie. Maintenant, une fois... je ne sais pas si vous permettez, monsieur le ministre, mais quand même, j'ai un petit désaccord.
quand vous dites qu'à la dimension de notre pays, mais on était, sur le plan démographique, on n'avait pas, en 1994, 90, on n'avait pas 11, 12 millions. C'était moins que ça, et on était déjà à 7 millions, 7 000, pardon, environ 7 000 hommes. Bon, oui, c'est un objectif peut-être qu'on peut rechercher, mais à l'époque, on n'avait pas de police. Maintenant, les deux forces publiques que nous avons, et nous faisons toujours un plaidoyer pour que nous ayons une police très forte, mais qui ait quand même une armée qui soit quand même dévolue chacune de ces institutions aux tâches que la Constitution leur impose. Maintenant, on peut avoir une armée dont l'effectif ne dépasse pas peut-être 5 000 hommes et femmes, et à côté d'une police qui peut avoir au moins 20 000 hommes donc, et femmes. Donc, ce qui pourrait faire quand même une force publique de 25 000 à 30 000. Donc, et tenir compte aussi des moyens financiers et avoir un échelonnement de cette institution-là pour les années à venir. Maintenant, Monsieur le ministre, l'arrêté sortira dans quelques heures. Qu'est-ce qui va se passer le 18 novembre? Ben, le 18 novembre, premièrement, c'est une date très importante pour nous. D'abord, s'il n'y avait pas de 18 novembre, il n'y aurait pas de 1804. Vous comprenez? C'est là, nous avons consacré le 18 novembre comme jour de l'armée, et nous comptons fêter le 18 novembre au Cap, à Vertières, et avec quand même un esprit nouveau qui est le rétablissement des forces armées. Donc il y aura parade Oui, nous ferons une cérémonie, parade, et nous espérons avoir les forces publiques que nous avons pour pouvoir y participer. À ce moment-là, Monsieur le ministre, est-ce que la police nationale sera là aux côtés des soldats pour garantir la sécurité des militaires au moment de la cérémonie? Ben, non seulement garantir la sécurité, mais aussi participer. La police fait partie des forces publiques. Oui. Et à côté de l'armée. Donc les deux forces seront ensemble à Vertières? Ah, ben c'est souhaitable et je le crois aussi. Non, vous dites que c'est souhaitable, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispositions en ce sens qui ont été prises? Oui. Vous n'êtes pas certain? Non, elles le seront. Mais évidemment, il y a le côté protocolaire qui s'occupe de ces détails. Donc, c'est pour cette raison que je ne veux pas quand même... Il y a des choses qui sont peut-être en train d'être changées au moment où nous nous parlons. Donc, mais je crois que les deux forces seront présentes. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous exigez pour être membre du haut état-major? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut à un intéressé, par exemple? Bon, nous avons établi des critères. Et je crois que nous avons établi ces critères et nous sommes très soucieux à ce qu'ils soient respectés. Par exemple, nous avons évité que toute personne, même s'il y a une brillante carrière militaire et autres, qui a été dans la politique n'est pas éligible pour être membre du haut état-major. Quelqu'un qui aurait un dossier conflictuel sur lui, malheureusement, il ne pourra pas. Quelqu'un qui a été peu ou prou mêlé dans des questions de drogue ne le pourra pas. Donc nous avons établi des critères assez sérieux pour que nous puissions éviter quand même que cette institution ne soit un petit peu mal vue par les choix malheureux qu'on aurait pu faire. Un ancien ministre ne peut pas? Un ancien ministre ne peut pas. Un ancien policier? Ça dépend. Un ancien policier pourrait l'être, mais s'il a été mêlé en politique, il ne pourra pas. Bon, je ne peux pas dire à la surprise, mais hier, on avait vu sur les réseaux sociaux une liste de personnalités qui pourraient faire partie du haut état-major. Cette liste, à votre avis, n'est pas correcte, n'est pas exacte? Vous savez, vous êtes plus habitué que moi aux réseaux sociaux. Et il y a eu tellement de listes sur d'autres événements, des cabinets et autres, donc, et le passé a prouvé le contraire. Donc je crois qu'il faut mettre cela sur le dos de presque de la fantaisie, quoi. Même s'il y a des gens qui, quand même, ont eu un passé pas malhonnête, quand même, dans l'armée ou encore dans la police. Bon, en tout cas, je ne peux pas commenter sur cette liste. Et je peux vous dire qu'elle est fausse. Déjà, elle est fausse. Oui. OK. Là, maintenant, il y a les soldats, si je peux les appeler ainsi, formés en Équateur, qui vont intégrer
l'armée. Est-ce que je peux dire que tous les membres de l'armée ont été, de la prochaine armée, sont des gens qui ont été formés en Équateur? Pour le moment, nous avons ce qu'on appelle un embryon. Quand même, ils ont reçu. Ce sont des techniciens militaires. Et cela, c'est en prélude de ce que nous voulons faire, justement, de cette armée, former de techniciens, où l'emphase va être mise sur le corps de génie, c'est-à-dire corps médical et corps d'aviation. Maintenant, avec ces jeunes qui ont été formés en Équateur, il y a des officiers, il y a des soldats, des techniciens, eh bien, ils vont constituer l'embryon. Immédiatement, les débuts du recrutement qu'on avait commencé, il y a une base de données. Nous allons le continuer immédiatement avec la nouvelle structure de commandement qu'on a, j'espère. Et à ce moment-là, on pourra former une classe de soldats après 8 mois et qui pourra commencer à prendre service et donner vraiment un effectif acceptable par cette institution. Et cela va continuer, évidemment. On aura des techniciens, des médecins. Et disons que le processus va être lancé irrémédiablement. Alors, on n'arrête pas de parler d'armée embryonnaire qui serait une petite armée à la dimension de notre pays, pour vous répéter, Monsieur le ministre. Mais là, cette force armée sera, ou encore quel sera donc l'effectif de cette force? Nous comptons arriver... Non, maintenant. On va démarrer avec combien? À 500, à peu près. Déjà, on a déjà 500? Enfin, avec l'effectif qu'on a et les recrues, ça va constituer à peu près 500, assez vite. Vous parlez des dernières recrues qu'on a eues? Il y en a qui sont déjà prêts? Ah non, pas prêts, mais je vous ai dit que ça prend à peu près 6 à 7 mois. Oui, 6 à 8 mois pour former. Maintenant, à partir de demain, ou pour le 18 novembre, vous aurez combien de soldats? Soldats, officiers, soldats, sous-officiers, officiers et hauts gradés. Pour défiler, nous aurons à peu près 120 hommes, femmes, voyez, pour les défilés. L'ensemble des diplômés de l'Équateur sont au nombre à peu près de 150. Oh, 150? Oui, officiers y compris. Ok, donc là, on peut parler de quelques centaines, 400 soldats, officiers. Pour l'effectif ou bien pour ce qu'on a maintenant? Non, pour ce qu'on a maintenant. Non, 150 à peu près. 150. Oh, ils sont en 150. Oui. Ok. Et vous parlez de soldats, techniciens. Oui, qui sont à l'œuvre d'ailleurs dans beaucoup de coins du pays. Donc, si on vous pose la question aujourd'hui, à quoi va servir cette armée? À beaucoup de choses. Premièrement, la première chose, nous avons une constitution qui vous dit que la force publique est composée de 2 forces. Pardon. Et automatiquement, nous respectons notre constitution et nous instituons cette armée. Maintenant, c'est écrit noir sur blanc. À quoi sert l'armée? Vous voyez, c'est protéger l'intégrité du territoire, protéger nos frontières, et il y a tout ça. Mais maintenant, nous autres, dans la nouvelle doctrine que nous voulons donner à cette armée, n'oubliez pas que nous avons fait un exercice très important. D'abord, avec un livre blanc, et qui a été un travail très fastidieux, qui a été commandé sous le gouvernement du président Martelly. Et on a créé une commission présidentielle à laquelle j'ai eu l'honneur de faire partie, et qui a été sérieusement à Washington plusieurs fois, à la Junte interaméricaine de défense, pour apprendre comment on crée une institution militaire moderne. Nous avons eu des séminaires même, des ateliers de travail en Haïti, et nous avons finalement présenté au public un instrument qui est très valable, un livre blanc sur la défense et la sécurité pour un développement durable d'Haïti. Il faut vous dire, pour ceux qui sont peu habitués à cet exercice, beaucoup de pays, les pays très organisés, régulièrement font des livres blancs pour l'orientation de leurs forces armées. Et Haïti a pu bénéficier de la dernière génération des livres blancs, c'est-à-dire un livre blanc où l'institution militaire est également mêlée au développement économique de son pays. Et nous sommes, à l'époque où on l'avait écrit, le seul pays de la Caraïbe à avoir eu un tel instrument. Même la République dominicaine à côté ne l'avait pas encore. Je ne sais même pas si elles ont encore un livre blanc. Donc ce livre blanc donne une orientation
de ce qu'une armée moderne doit être. Maintenant, arrivé au pouvoir, le gouvernement Moïse Lafontaine a donné à chaque ministre une feuille de route, qui est encore un autre exercice et qui a le mérite de donner une indication à chaque ministre de ce que son travail doit être. Pour nous, dans la défense, ce livre blanc et cette feuille de route constituent les bases doctrinales de l'orientation de cette nouvelle institution militaire. Donc, et je crois que c'est un travail très honnête, un travail qui est ouvert à tout le monde, donc qui nous permet de dire comment nous allons pouvoir orienter notre force de défense. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'emphase, on a fait un travail d'identification des menaces. Une armée en général voit des gens arriver, voyez, ou des envahisseurs ou autres. Et nous nous sommes dit que mais ces menaces, ce sont des menaces de notre genre. C'est-à-dire que ce sont les catastrophes naturelles, et ce sont les ouragans, ce sont les séismes, c'est la contrebande qui fait perdre énormément d'argent au pays. Voyez, c'est des risques aussi à cause de nos faiblesses structurelles que d'autres, des terrorismes puissent utiliser notre territoire pour aller commettre des méfaits ailleurs. Donc, en tenant compte de toutes ces formes de menaces, et nous nous sommes dit maintenant, il faut pouvoir nous équiper pour faire face à ces menaces. D'où l'idée de mettre l'emphase dans cette institution moderne, de cette armée moderne, sur, par exemple, un corps de génie. Et déjà, nous voyons à l'œuvre, avec le peu d'effectifs que nous avons, un peu partout, nos jeunes qui travaillent pour curer des canaux, pour curer des rivières. Et quand les ouragans, la saison cyclonique était là, et nous étions envoyés dans différentes postes en accord avec la sécurité publique pour protéger, voyez, pour être prêts à intervenir. Donc c'est ça un peu l'orientation que nous voulons donner. Oui, mais est-ce que nous pouvons parler, Monsieur le ministre, de l'armée moderne aujourd'hui, en 2017, sans penser, par exemple, à tout ce que ça doit contenir comme force? Je veux parler... Aujourd'hui, quand on parle d'armée moderne, on voit des forces aériennes, terrestres, maritimes et autres. Mais nous autres, avec 150 hommes et sans moyens, normalement, est-ce qu'on peut parler d'armée moderne? Très juste. Et il ne faut pas voir l'armée de manière statique. Ça veut dire nous commençons, mais nous nous fixons des objectifs quand même. Et je vous ai dit que nous souhaiterions peut-être atteindre 5000 hommes et femmes, mais également nous équiper des moyens au fur et à mesure que nous évoluons. Donc, pour le moment... C'est justement la question que j'allais vous poser, Monsieur le ministre. Où est-ce que nous allons trouver les moyens pour doter cette armée de tout ce qu'il lui faut comme équipement, matériel, armement et autres? Mais si vous voulez bien souffrir un peu, vous pourrez nous apporter la réponse après la pause, Monsieur le ministre. Avec plaisir. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Ce matin, le ministre de la Défense, Hervé Denis, avec qui on parle du retour de l'armée d'Haïti. Alors, avant la pause, Monsieur le ministre, on parlait des prévisions, de ce qui va se passer. Mais il y a aussi une question fondamentale. À moins que les choses évoluent, si c'est le cas, vous nous le direz, mais pendant longtemps, la communauté internationale a toujours pris ses distances par rapport à la velléité, depuis Soumartéli, de reconstituer l'armée. Et l'on sait qu'on est en quelque sorte dépourvu, on n'a pas beaucoup de moyens, et en général, on misait beaucoup sur l'aide externe. Comment vous allez vous y prendre en termes de moyens pour doter le pays effectivement d'une armée moderne, sans l'aide internationale? Bon, il y a beaucoup de choses qu'il y aurait à dire dans votre question, parce que, premièrement, la position de la communauté internationale. Je crois que le fait qu'on a enlevé à ce pays une institution qui est quasiment, qui constitue pratiquement l'âme de la nation, parce que c'est une... Il ne faut pas oublier que la manière que nous sommes nés comme pays, comme peuple, et ceci, ça devrait rassembler tous les Haïtiens. Vous savez, c'est la horde des anciens libres et des nouveaux libres qui se sont mis ensemble pour
faire de ce pays un pays qui est unique par son histoire. Et je crois que c'est une injustice énorme qu'on a faite à ce pays de pouvoir le dépouiller de son armée qui a précédé même la création de ce pays. Alors, c'est les Haïtiens qui ont fait cette injustice aux Haïtiens, non? Parce que quand même, l'armée a été détruite par les Haïtiens. Disons que nous avons eu des revers énormes et des fois des incompréhensions de la part de nos dirigeants, malheureusement. Et maintenant, la Constitution, au moins, a toujours gardé le principe que l'armée est constitutionnelle. Donc nous autres, en agissant, c'est un prescrit de la Constitution que nous respectons. Maintenant, la deuxième partie, ce sont les moyens. Et non, je dirais plutôt la deuxième partie, c'est la distance un petit peu que vous dites que la communauté internationale a prise. Ça a été fait dans des conjonctures. Je crois que la communauté internationale est en train un peu de revisiter cette position. Je m'explique. Au début, on avait une attitude purement anti-armée de la part de la communauté internationale. Après, vous avez vu que quand même, elle est venue vous dire qu'Haïti est un pays souverain et qu'il a le droit de se doter des institutions et qu'il estime nécessaires pour son développement. En revanche, ils renouvelaient leur volonté de continuer à assister la police nationale. Je n'ai absolument aucune objection là-dessus. Et moi-même, nous autres, au gouvernement, nous sommes pour une police forte, à côté quand même d'une institution militaire, et ceci en respect de la loi mère du pays. Maintenant, et vous verrez quand même qu'au fur et à mesure que la communauté internationale, face à notre détermination d'être des dirigeants responsables, et que les tendances sont de plus en plus vers une forme d'assouplissement de cette volonté que nous avons de pouvoir doter notre pays, tout en respectant notre constitution, n'est-ce pas, de cette institution, et qui est pratiquement une institution qui a précédé même l'indépendance de ce pays. Maintenant, les moyens. Et c'est parce que nous sommes conscients que de la précarité de nos moyens que nous le faisons par étapes. Et donc maintenant, notre budget peut nous permettre d'avoir 500 hommes et femmes. Nous allons commencer avec 500 hommes et femmes. Et nous allons prévoir pour l'année à venir, pour les années à venir, et progressivement, n'est-ce pas, et d'être pourvus des moyens conséquents. De toute façon, l'œuvre que nous sommes en train de bâtir va dépasser l'horizon des 5 ans du mandat du président Jovenel Moïse. Mais résolument, ce pays sera doté d'une institution militaire digne, moderne et responsable. Et ceci dès ce 18 novembre ou bien dès ce 17 novembre. Disons, nous étions d'ailleurs et potentiellement en train de le faire, et maintenant, ce sera une réalité. Les soldats ou officiers ou sous-officiers formés en Équateur, vous dites qu'ils sont déjà à l'œuvre, est-ce qu'ils sont payés par l'État? Oui, bien sûr. Ce sont quand même, nous avons une armée de métier et ils sont payés. Peut-être maintenant, ils sont payés comme contractuels, mais bientôt, et à partir du moment qu'on aura un état-major, cet état-major devrait être pourvu d'un budget et ceci sera délocalisé. À ce moment-là, on verra. Je peux comprendre que c'est l'annonce seulement, l'annonce du retour de l'armée peut déranger les gens qui ont contribué à dissoudre l'ancienne armée. Qu'est-ce qui est à dire aujourd'hui à ces gens qui n'avaient pas du tout souhaité le retour de l'armée, qu'on sait surtout que cette ancienne force avait laissé un goût amer chez les Haïtiens avec son implication répétée dans des coups d'État, dans des exactions aussi. La nouvelle armée sera une armée qui protégera les droits de l'homme, ou bien ce sera quoi sa mission? Eh bien, comme je vous ai déjà dit, premièrement, les inquiétudes des uns et des autres, qui sont fondées sur des expériences du passé, je pense qu'ils devraient un petit peu penser beaucoup plus à l'avenir de ce pays. Vous voyez? Moi, je crois, et je suis l'un de ceux qui croient fermement, que ce pays est rentré dans l'ère de la démocratie. L'ère de la démocratie postule de la part des institutions et de ceux qui les dirigent aussi des comportements démocratiques.
Moi, je n'ai absolument aucune crainte, à moins que les prochains dirigeants soient complètement hors normes, mais aucune crainte que cette institution que nous sommes en train de bâtir devra le faire en fonction également de la démocratie que nous bâtissons avec beaucoup de force. Monsieur le ministre, il est écrit que l'armée est apolitique. Tout à fait. C'est un terme qu'on répète et parfois, alors qu'on parle d'armée apolitique, il arrive souvent qu'il y a des coups d'État et les généraux brandissent le prétexte de correction démocratique, par exemple. Monsieur Théodore, soyons sérieux. Beaucoup de coups d'État dans ce passé où il y avait des coups d'État, ce sont des fois les civils qui les télécommandaient. Ils se servaient tout simplement du bras armé pour le faire. Voyez. Donc, oui, mais c'est-à-dire que c'était une armée qui était sous ordre, alors sous les ordres des civils. Qui vous fait croire, monsieur le ministre, que l'on aura pour de bon le contrôle de cette armée, ou encore qu'elle restera dans ses limites? La force de la démocratie. Quelle démocratie, monsieur? Celle que nous sommes en train de bâtir. Et aussi, les règles... Mais vous parlez de démocratie, monsieur le ministre? J'y crois, moi. Vous y croyez? C'est bizarre. De très nombreux. Certains gens y croient aussi, mais l'expérience qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est vraiment ça de la démocratie? Oui, nous respectons le plus possible la démocratie dans tout ce que nous avons pris comme acte actuellement. En ce qui concerne la restitution, le rétablissement des forces armées. En tout cas, plus que quand on l'a détruite. En tout cas, j'admire votre optimisme. Mais je n'ai pas le choix. Je suis toujours optimiste et je crois que c'est la façon que nous devons voir notre pays. Si nous continuons toujours, et ça, vous me permettez, de cultiver toujours un esprit négatif, c'est une œuvre collective que nous voulons bâtir. Et j'invite mes compatriotes toujours à s'armer de cet optimisme-là. Sinon, on n'a qu'à faire nos bagages et partir pour l'étranger. Moi, je refuse d'être de ce lot-là. Jusqu'où peut-on compter sur la formation ou l'expérience des anciens militaires? Ben, écoutez, on fait du neuf avec du vieux. Mais ce que nous faisons, nous avons passé à travers un sas, n'est-ce pas, pour prendre ce qu'il y avait de mieux, pour pouvoir bâtir, n'est-ce pas, cette nouvelle institution. Il ne faut pas dire que tout ce qui était de l'armée était mauvais. Vous voyez, il y a quand même des hommes et des femmes qui ont servi ce pays et qui méritent le respect quand même auquel ils ont droit parce qu'ils ont passé leur vie à servir. Imaginez quelqu'un qui avait à peu près 20-25 ans qui a décidé d'épouser la carrière militaire et puis un beau jour on lui dit carrément vous n'existez plus. Vous voyez quelle injustice qu'on fait à cette personne. Et cette personne n'a rien fait de mal. Donc on détruit toute une institution, on brise toute la carrière de quelqu'un. Je crois que diriger un pays, c'est faire preuve de beaucoup de sagesse et beaucoup d'élévation. Vous comprenez? Et c'est ce que nous essayons de faire. Est-ce que le haut état-major ou encore le commandant en chef sera donc ratifié par le Parlement, ou encore le choix devra être ratifié par le Parlement? Nous allons d'abord créer un état-major provisoire. Et je crois qu'il y a l'assentiment de presque tous les corps de l'État, des grands dirigeants de l'État, de ce côté-là, des institutions. Et idéalement, ça aurait dû être d'abord parmi les officiers généraux, on choisit et puis on le présente, le président choisit et présente devant le Parlement. Mais ça, c'est ce que dit la Constitution. La Constitution n'avait pas prévu que l'institution Forces armées d'Haïti allait être écartée pendant au moins 23 ans. Donc, il a fallu se rapprocher le plus possible de cette structure pour pouvoir maintenant aller vers une structure provisoire et qui pourra durer un certain temps. Et après, quand l'armée aura pris sa vitesse de croisière, et en ce moment-là, on pourra maintenant présenter à la nation un état-major, un chef d'état-major, un commandant-chef, pardon,
qui devra être ratifié par le Parlement. Mais pour le moment, nous allons vers le provisoire parce que nous faisons les choses par étapes. Est-ce que des soldats américains, ou encore des Américains d'origine haïtienne, peuvent offrir leurs bons offices à l'armée haïtienne? Mais il est clairement dit dans les statuts que pour être membre de l'état-major, il faut être haïtien d'origine, être haïtien. Maintenant, nous souhaitons avoir des compétences d'haïtiens d'origine, mais nous envisageons d'instituer pour cela au niveau de notre institution peut-être ce qu'on a pour appeler des conseillers techniques. Et peut-être dans ce cas-là, je verrais bien de mon œil que des Haïtiens qui ont servi dans des armées étrangères, notamment américaines, canadiennes, puissent à quelque niveau être des conseillers techniques. Je ne vois pas les convénients là-dessus. Je vais revenir à une question que je vous ai posée au début. Le président avait annoncé aux Nations Unies que l'armée haïtienne reviendra, sera de retour, encore sera remobilisée. On était déjà prêt quand le président a fait cette annonce? Mais ça fait longtemps qu'on travaille. Depuis que j'ai été moi-même nommé ministre, et bien avant moi, n'oubliez pas qu'il y a eu quand même 3 ou 4 ministres de la Défense. Et chacun d'eux, il a apporté sa pierre à la construction de ce que nous faisons actuellement. Moi, j'ai eu la chance de travailler, d'être membre de la commission, et à l'époque, j'ai travaillé pendant que le Néer Renault était ministre de la Défense. Donc, je ne suis pas tombé comme un poisson, comme un cheveu sur la soupe. Mais quand même, j'ai pu voir l'institution là-dedans. J'ai participé à des séances à l'OEA ou bien à la junte interaméricaine. Mais nous travaillons, chacun, nous construisons quelque chose. Donc, quand le président a fait cette déclaration, c'est premièrement, il avait fait campagne et il a fait une promesse de campagne. Et il est allé dire ce qu'il disait à chacun de ses meetings. Il est allé le dire à la face du monde. Et je crois qu'il n'y a pas eu de remous plus que ça. Les gens ont accepté. C'est un président qui parle et un président qui est conscient de ses devoirs. Parlez-nous des défis ou des obstacles. Les défis sont énormes, mais les défis sont faits pour être surmontés. Et je crois que l'un des premiers défis, nous allons parler du défi, par exemple, budgétaire. Et nous allons, au fur et à mesure, graduellement, et prendre les dispositions pour qu'on puisse faire face à cela. Voyez? Et nous avons le défi aussi des hommes nouveaux que nous devons avoir. C'est-à-dire, moi, à chaque fois que je parle à un éventuel postulant et pour l'état-major, mais je leur fais comprendre qu'ils ont une tâche énorme. Une tâche énorme, c'est de faire oublier certaines scories du passé et de mettre cette institution sur pied. C'est une œuvre qui ne peut pas être faite par un seul homme. Mais il faut l'ensemble des gens. Et moi, je m'adresse particulièrement aux jeunes qui vont faire partie de cette institution-là. Vous savez, et pour leur dire la responsabilité qu'ils auront de donner une image nouvelle de l'haïtien, une autre image de l'haïtien. Et vous savez que l'armée aussi, le ministère de la Défense, nous avons comme mandat de travailler sur ce qu'on appelle le programme de service civique mixte obligatoire. C'est extrêmement important. J'espère qu'on aura les moyens pour pouvoir mettre sur pied. Vous voyez, idéalement, j'aurais aimé avoir quasiment toute la jeunesse qui y passerait. Mais il faut qu'on travaille fort pour qu'on puisse voir dans le cadre du rétablissement de l'armée aussi, qu'on puisse mettre ce service sur pied, même avec un petit nombre de diplômés chaque année, pour donner à la jeunesse aussi ces valeurs de civisme et au service du développement du pays. C'est pour ça que je dis que nous n'avons pas besoin d'une grande armée, mais le jour que nous formons nos jeunes de manière civique, ce sera autant de réservistes qui pourront servir soit dans l'armée, soit dans la police. Donc, ce n'est pas un simple travail. Et j'aimerais au moins que les Haïtiens puissent s'unir autour de ces objectifs communs, je crois, de développement pour le pays. Est-ce que vous vous êtes entendu déjà sur la couleur de l'uniforme, là où les couleurs de l'uniforme? Oui, ça c'est des... C'est le kaki qui revient ou pas? Non, ça c'est l'état-major qui va déterminer tout ceci. Donc, ok. Donc,
Attendons de voir ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, vous aurez des hommes qui accompliront leur devoir, comme ils sont en train de le faire maintenant à travers... Et pour les armes? Disons, c'est accessoire en ce qui me concerne. Pour moi, je dis à la blague une fois, nos armes, c'est des tracteurs, ce sont des bacs au loader, ce sont des excavatrices. Et vous voyez, c'est ça ce sont des camions pour ramasser les détritus. Alors, c'est ça nos premières armes. Ah ben pourquoi ne pas lui trouver un autre nom, au lieu de parler d'armée? Non, mais l'armée, évidemment... Il n'y a pas d'armée sans armes, quand même. Non, c'est évident, mais ce n'est pas la préoccupation première en ce qui nous concerne. C'est de doter ce pays d'un corps de génie, d'un corps médical et éventuellement d'un corps de techniciens agronomes, agricoles, pouvant nous aider un petit peu à relever les défis du développement. Évidemment, une armée est une armée. Les rôles fondamentaux d'une armée de défense, de protéger le territoire, seront là. Vous voyez? Donc là, oui, la question concernant les armes a toute son importance. Mais je vous dis, à côté de cela, nous avons des priorités. Ils seront déployés à la frontière? Nous aurons une unité et je crois que c'est l'une de nos préoccupations d'avoir une unité. D'ailleurs, c'est dans le mandat de l'armée de protéger nos frontières, qu'elles soient maritimes, terrestres et aériennes. Donc, je crois que ça devrait être une priorité. On parle beaucoup de la frontière terrestre, mais imaginez un pays comme Haïti, la frontière maritime que nous avons. Donc, une marine est d'une extrême importance. Il y a des bateaux, vous savez, au moment où je vous parle, il y a des bateaux étrangers qui viennent pêcher dans nos eaux territoriales et nous ne pouvons même pas avoir les moyens de pouvoir réagir. Donc, vous comprenez l'importance qu'on a pour pouvoir surveiller toutes ces frontières-là. C'est nos richesses qui partent. Oui, mais on mettra du temps avant de pouvoir répondre. Pas nécessairement. Il y a des moyens qui existent et peut-être les missions ne s'y prêtent pas, mais on pourra en parler. Vous voyez, nous sommes en négociation avec des firmes étrangères. Vous savez, avec la technologie, maintenant, il y a beaucoup de moyens qui existent de surveiller, par exemple, des espaces d'un pays. Donc, ça aussi... Je ne sais pas si cela relève de la compétence du ministre de la Défense, mais la question de l'embargo imposé sur les armes, comment est-ce que la nouvelle armée entendra contourner l'embargo pour avoir des armes? Vous allez importer des autres pays, non? Ou bien des États-Unis, ou bien est-ce que vous allez entreprendre des pourparlers avec des autorités de manière à lever cet embargo? Bon, premièrement, il faudra voir, il y avait un embargo pour une période, bon, et il n'y a pas d'embargo, par exemple, pour la police. Donc, il y a d'autres pays qui fournissent... Mais est-ce que la police reçoit les armes par les voies régulières, ou encore, est-ce que ce sont ces pays-là qui vendent des armes à la police? Je ne crois pas que la police a des problèmes pour recevoir ces armes. Mais ça, je crois que ce n'est pas un problème d'une très grande importance. Il existe assez de pays dans le monde qui offrent, qui vendent des armes. Et je crois que quand le moment viendra, on saura faire face à cette mesure-là. Monsieur le ministre, c'était un plaisir de vous avoir ce matin à la rubrique Le Point pour annoncer la nouvelle ou encore pour faire savoir à tous qui peuvent comprendre et à tous qui veulent entendre aussi que l'armée sera bel et bien là en Haïti à partir du 18 novembre. Mais c'est un prescrit constitutionnel. Nous obéissons à la Constitution en plus que c'est une promesse électorale du président. Donc, quand le peuple a élu le président, le peuple s'attend à ce que le président réponde aux promesses. Oui, mais de fait, l'armée qui est un prescrit constitutionnel n'était pas visible, n'était pas là. Et l'armée était dissoute de fait. Constitutionnellement, l'armée a bel et bien existé, mais sur le papier. Mais en fait, elle n'a pas existé, monsieur le ministre. Eh bien, ça veut dire que nous sommes ceux qui respectons la Constitution, contrairement à ceux qui l'ont détruite, qui ne la respectaient pas. Merci encore une fois, monsieur le ministre. Je vous en prie. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, et pour parler justement de l'armée, avec l'annonce faite par le président récemment, qu'un décret devra sortir incessamment pour annoncer le retour effectif de cette force. Eh bien, nous avons accueilli aujourd'hui le ministre de la Défense, Hervé Denis, pour faire le point sur la question. Merci de l'accueil, merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point.
Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading,